Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, avec Thierry Daher, on a décidé qu'on allait faire les choses un petit peu autrement. J'ai envie de tester quelque chose. On va commencer par la fin, pour ensuite petit à petit boucler la boucle et retracer le fil de ton histoire. L'idée, c'est que dès le début de cet épisode, vous puissiez avoir de la valeur, vous puissiez comprendre des choses, vous puissiez mettre en pratique certains exercices qui puissent vous aider par rapport à votre stress, qui puissent vous aider par rapport à votre qualité de vie, par rapport à votre bien-être. Voilà, que vous puissiez un peu vous poser dans la vie et comprendre en fait les mécanismes qui peuvent se jouer grâce à la respiration, à la méditation et aux techniques que tu proposes aujourd'hui, Thierry. Et ensuite, il faudra absolument qu'on parle de ton histoire, de ton parcours, parce que voilà, je peux pas me permettre de passer à côté de ça. T'as une vie qui a été très mouvementée, tu as monté une entreprise, tu as gagné plusieurs millions d'euros jusqu'à tout perdre du jour au lendemain. Tu t'es reconstruit, tu as de nouveau tout perdu. Tu as passé par une phase de dépression, de burn-out, et c'est ce qui t'a permis du coup ensuite de t'ouvrir à ce nouveau monde. Donc je pense que voilà, ton expérience elle peut être hyper riche et enrichissante. Mais pour ça du coup, tentons l'expérience de commencer l'épisode à l'envers, en parlant de stress, en parlant d'anxiété. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur le stress? Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on est stressé? Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour s'apaiser? D'accord, super. Bah écoute, allons-y. Allez. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu l'as suggéré, je propose des cours, des formations de gestion du stress, gestion des émotions, de développement de l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est juste l'intelligence des émotions. C'est savoir accueillir, observer, gérer ses émotions. Et puis, pourquoi pas aussi observer celles des autres et pouvoir les influencer de façon positive. Donc, c'est ce que je propose. Je suis également coach en respiration, professeur de yoga, puis prof certifié d'un certain nombre de formations. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis quelques années. Donc le stress, parce que ça fait partie des phénomènes de société, on va dire, phénomènes humains les plus importants et malheureusement les plus présents dans la société actuelle. Le stress, qu'est-ce que c'est? De façon assez simple, le stress, c'est une réponse physiologique, physique et mentale de l'organisme à une agression ou à un événement potentiellement dangereux qui vient de l'extérieur. Alors, une fois qu'on a dit ça, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'organisme réagit? En fait, c'est un mécanisme de survie. Le stress, c'est un peu pour ça qu'on est encore en vie en tant qu'espèce. Alors, il n'y a pas que les humains, hein, les animaux aussi peuvent être stressés, mais ils réagissent pas comme nous. En tout cas, ils ne le conservent pas, très rarement, dans l'organisme comme les humains. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on vit ou qu'on perçoit ou qu'on imagine cette agression? C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le danger soit réel, qu'il soit juste imaginé, ou qu'il soit juste perçu mais qu'on n'en soit pas sûr, l'organisme répond de la même façon. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau perçoit un danger. Donc, si le danger est réel, ça peut être, je sais pas, on manque de se faire écraser par une voiture dans la rue, on se fait attaquer par un animal sauvage, ou on se fait agresser. Enfin bon, ça c'est le danger réel. Le danger qu'on peut appeler perçu, c'est je suis en retard, je suis dans les embouteillages, je vais être en retard à mon travail, mon patron va me gueuler dessus. Bon. On n'est pas vraiment en danger, mais on perçoit que ça peut se passer. Ouais. Et puis, il y a ce que j'appellerais le danger complètement imaginé. Alors celui-là, c'est par exemple, j'ai peur de prendre l'avion parce que j'ai vu un film où les avions s'écrasaient, et depuis, je suis traumatisé, ça me fait peur. Il n'y a pas objectivement de raison que l'avion s'écrase. Hein. Très peu d'ailleurs. Ouais. Beaucoup moins que de traverser la rue. Mais, voilà, j'ai ça en tête, et donc, quand je pense à prendre l'avion ou que je me dirige, je suis obligé de le prendre, j'ai le cœur qui s'accélère, la respiration qui change, j'ai peur. Et j'ai cette réaction de défense. Cette réaction de défense, c'est quoi?
elle est à plusieurs niveaux. Donc le cerveau observe ou perçoit un danger. Il va sécréter des hormones. 2 types d'hormones dans les grandes lignes. Alors il y en a plus que ça. La première, ou l'une d'entre elles, c'est l'adrénaline, qui va envoyer plus d'énergie, de force dans le corps, pour qu'on puisse soit de se battre, soit de partir en courant. Et l'autre hormone, c'est le cortisol, qui est un petit peu l'équivalent, mais pour le cerveau. Donc je pense plus vite, mon attention se focalise, et je rentre en mode combat, fuite, ou éventuellement gel, c'est-à-dire qu'en fait je ne bouge plus. Quand le danger perçu est trop grand, de temps en temps, le cerveau décide de tout éteindre et on tombe dans les pommes. On appelle ça aussi parfois un malaise vagal. D'accord. Ça, c'est le mécanisme de défense. Donc, il y a 1 million d'années, quand on était dans la caverne, et qu'on entendait un rugissement d'un lion dehors, ce mécanisme-là nous protégeait. Quand on sortait de la caverne et que d'un coup on voyait le buisson qui commençait à bouger, il y avait des bonnes raisons d'être un peu stressé. Il y avait des bonnes raisons d'être stressé, ok ? Et si jamais il sortait un lion du buisson, il fallait pouvoir courir ou se battre, ok ? Donc ça, c'est ce qui nous a gardé en vie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, il y a très rarement un vrai lion qui sort du buisson. On est très rarement en danger de mort. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais c'est extrêmement rare. On est plus souvent ennuyé par le travail, les emails qu'on n'a pas envie de recevoir, les ordres qu'on n'a pas envie de prendre, les gosses qui crient. La ville aussi. La ville, le ménage à faire, le fait que peut-être on n'aura pas assez d'argent à la fin du mois pour payer le loyer, etc., etc. Tout ça, ça va créer du stress. Tout ça, ça crée du stress. Au même titre que le lion qui sort du buisson. Sauf que dans 99% des cas, ce stress-là, il est pas justifié. Il est même imaginé, en fait. Enfin, parfois, provoqué par l'imagination. Parfois, très souvent, il est provoqué par l'imagination ou d'autres stimuli extérieurs. Donc, ça, c'est ce à quoi on est soumis. Qu'est-ce que ça nous fait physiquement, physiologiquement ? Ça va venir nous donc générer cette adrénaline et ce cortisol. À court terme, c'est pas forcément mal le stress. C'est ça qui va peut-être nous pousser et nous donner l'énergie de finir le rapport qu'on doit rendre demain, je sais pas moi, faire 10 choses dans la journée et arriver à les faire. Donc, il faut pas non plus dire le stress c'est mauvais tout le temps. À court terme, ça peut être positif ou pas. En revanche, quand on est en permanence soumis à du stress, ces hormones restent dans l'organisme. Pour générer ces hormones et générer cette extra force, cette capacité mentale, la force de courir ou de se battre, ben le cerveau, qui est en fait le régulateur de nos énergies, va venir mettre en sommeil d'autres fonctions non vitales, qui sont la digestion, le système reproductif, le système immunitaire. En cas de danger immédiat, on n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Le problème, c'est que quand on est soumis au stress permanent, ben, ces fonctions non vitales, elles restent très souvent sur pause et elles fonctionnent mal. Et quand on est stressé en permanence, l'organisme est soumis à une pression constante et ça crée un terrain favorable à des maladies, à l'anxiété, à la dépression, aux maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle le stress chronique, qui littéralement nous détruit. Le cortisol se retourne contre les cellules et les tue. Ouais. Voilà, donc ça, c'est le phénomène du stress. J'étais un petit peu long pour expliquer, mais c'est important de bien le comprendre. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ouais, c'est ça. Ben, plein de choses. Ouais. Et cool, c'est une bonne nouvelle. Plein de choses, et on peut faire plein de choses de façon assez simple, en fait. Très simple, même. Attention, simple, ça veut pas toujours dire facile. Ok ? Donc, l'approche que je propose, alors il y a plein de gens qui proposent de la gestion du stress. Moi, l'approche que je propose, j'interviens à 2 niveaux. Je vous propose de gérer votre stress à 2 niveaux. Pourquoi ? Un niveau mental et un niveau nerveux. Pourquoi ? Parce que le stress, il a cet impact à ces 2 niveaux-là. De temps en temps, c'est les pensées qui vont
changer notre rythme respiratoire, et notre rythme respiratoire va influer sur notre système nerveux. Et de temps en temps, c'est juste le système nerveux qui va s'auto-alimenter et qui va générer du stress physiologique. Donc moi, j'aime bien intervenir à deux niveaux. À un niveau mental, oui, au travers d'exercices de concentration et de pleine conscience, et à un niveau nerveux, au travers de la respiration. Pourquoi ? Parce que certains rythmes respiratoires, certaines techniques respiratoires permettent un accès direct au système nerveux, et notamment, en tout cas en ce qui concerne la gestion du stress, au système nerveux parasympathique, qui fait partie du système nerveux autonome, et dont l'objectif, le rôle dans le corps, est de calmer le corps, de calmer les organes. Et est-ce que tu pourrais nous donner du coup là, direct quelque chose, une pratique qu'on pourrait faire pour apaiser le stress instantanément ? Absolument. Alors, physiologiquement, on va en faire deux. Vas-y. Alors, je vais t'en proposer deux. La première, ça va être via la respiration, et la deuxième, ça va être via le mental. Ok ? Donc, on l'a fait, puis après, Tu expliques. Je te la dépiote. Vas-y. Donc, on va faire juste 3 respirations. Attention, on va inspirer et expirer par le nez. Très important. Ok. D'accord ? Donc, on va essayer d'inspirer sur 3 à 5 secondes. Si vous pouvez aller jusqu'à 5 secondes, c'est mieux. Si vous pouvez aller jusqu'à 3, on fait que 3. D'accord ? On va inspirer sur 5, 3, expirer sur la même durée, par le nez, 3 fois de suite. Ok ? Et après ça, je vous donnerai un petit truc supplémentaire. Ok. Allez, première. Voilà. Donc là, on a fait 3 respirations, hein. 3 inspires, 3 expires. Ça nous a pris 30 secondes. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quand on inspire et surtout qu'on expire par le nez, on active le système nerveux parasympathique, donc comme j'expliquais il y a 2 minutes, dont le rôle est de calmer l'organisme. Et en même temps, on stimule le nerf vague. Le nerf vague, c'est le plus long des nerfs crâniens qui connecte le cerveau à l'ensemble des organes internes. L'objectif principal de ce nerf vague, c'est de réguler la tension dans le corps et de calmer les organes. Ok. Par la respiration nasale, et notamment par l'expiration, on active ce nerf vague et le système nerveux parasympathique. Donc, quand on veut rajouter une deuxième couche sur cet exercice, qu'on appelle les 3 respirations, oui, tout simplement. C'est pas très créatif, mais c'est très descriptif, on va poser une intention sur chaque respiration. Ok. Sur la première inspire et expire, on va se concentrer sur les sensations physiques de la respiration. Le contact de l'air dans les sinus, dans les narines, dans les sinus, la poitrine qui se gonfle légèrement à l'inspire et qui se dégonfle à l'expiration. Concentration sur les sensations physiques sur la première. Sur la deuxième, je me concentre sur la notion de calme. J'inspire du calme, j'expire du calme. Sur la troisième, je me pose la question, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant ? Comment je vais réagir à cet élément extérieur, à ce stimuli potentiellement stressant ? Et ça, t'as remarqué que assez simplement, donc c'est quelque chose qu'on peut faire partout, que ce soit dans la voiture, que ce soit en fait partout. N'importe où, on peut le faire au bureau, on peut le faire dans la voiture, on peut le faire avec ses enfants. J'ai des clients qui le font. J'ai une cliente qui s'en sert pour maigrir. Ok. Enfin, pour maigrir, pour contrôler. Ses pulsions de. Ses pulsions de suralimentation. Donc en fait, elle a collé un post-it sur son frigo. Respire. Et avant d'ouvrir le frigo, elle respire 3 fois. Et elle m'a dit, ça vient d'elle, hein, elle m'a dit 9 fois sur 10, en fait, j'ouvre plus le frigo. Ouais.
Oui, parce que ça lui permet aussi de revenir à l'intérieur d'elle. Ça permet de revenir à l'intérieur, ça permet de faire un break, ça permet de s'ancrer dans le présent. Et de sentir vraiment de quoi on a envie, de quoi on a besoin. De se poser la question. Au lieu de réagir à des stimuli et à des habitudes, alors, je ne vais pas rentrer sur le sujet des habitudes parce que c'est un sujet en soi. À part entière, mais ça participe, en fait, de raccourcis qui sont faits dans le cerveau. Le cerveau, la plupart du temps, il va prendre des décisions pour nous économiser de l'énergie. Ouais. Bon, les habitudes, ça en fait partie. Ouais. Je referme la parenthèse, je laisse ça de côté. Donc ça, c'est la respiration. Si vous avez une chose à retenir, c'est l'expiration nasale, c'est le frein. Et, par opposition, la respiration buccale engage le système nerveux sympathique, c'est-à-dire le système nerveux de l'action et du stress. Si je respire comme ça pendant 2 à 3 minutes, je me mets en stress physique. Ouais. Si j'inspire et j'expire par le nez, je me mets en position de déstressant. Ouais. Ok. Notamment, si vous voulez, je vous donne encore un petit truc à essayer chez vous. Si vous voulez vous endormir ou vous avez des problèmes pour vous endormir, alors souvent ça a des causes mentales, parce qu'on a des idées qui tournent, etc. Mais il y a aussi un impact physiologique. On est énervé, on tourne dans tous les sens. Bon, il suffit d'allonger les expirations nasales. Donc vous allez inspirer sur 3, expirer sur 6. Faites ça pendant quelques minutes, allongé de préférence. Très très souvent vous allez vous endormir, ou en tout cas vous allez vraiment relaxer le corps, ça va être beaucoup plus simple de s'endormir. Ouais, parce que c'est le rythme naturel que prend le corps pour s'endormir, c'est ça? Exactement. Quand vous vous endormez, même sans y penser, le nerf vague envoie cette instruction aux poumons de ralentir, et aux autres organes de ralentir également. Ok, et pour les personnes qui sont quand même stressées de manière très régulière, etc., est-ce que leur dire vous avez juste à vous arrêter, respirer 30 secondes, est-ce que c'est vraiment ça aussi qui va les aider à se débarrasser complètement de leur stress? Ou il y a quand même, j'imagine, est-ce que c'est aussi simple que ça? Ou est-ce que... C'est pas que ça, mais ça y participe. Je sais pas si tu as remarqué, là, quand on a fait l'exercice, d'un coup, y a un truc ton rythme cardiaque baisse, le mien aussi d'ailleurs, et on descend. L'avantage de ces 3 respirations, c'est qu'on peut le faire tout le temps. On peut même, techniquement, le faire toute la journée. Ça participe aussi de un truc qui est assez connu aujourd'hui, parce que ça, c'est facile, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est un petit peu ce qu'on vient de faire. C'est au repos, inspirer sur 5 à 6 secondes, expirer sur 5 à 6 secondes. Ok. Voilà. Et essayer de le faire le plus souvent possible. Ça, c'est pour la partie physiologique. Ouais. Maintenant, parlons de la partie mentale. Parce que très souvent, dans nos sociétés, le stress, il a une origine mentale. Oui. Alors, on va faire un tout petit exercice. Enfin, je vais te le décrire. On va le faire quelques secondes. Hein. Ouais. Il vaut mieux le faire plusieurs minutes pour que ça fonctionne vraiment. L'idée est la suivante. Le rationnel derrière est le suivant. Quand on est en état de stress ou d'activité, on engage la partie gauche du cerveau, l'hémisphère gauche, ce que les neurologues appellent l'hémisphère gauche, qui correspond à plusieurs réseaux neuronaux, mais on va appeler ça, pour les besoins de la conversation, l'hémisphère gauche du cerveau. Même si, aujourd'hui, c'est débattu, mais ce qui est débattu, c'est que c'est vraiment sur la gauche. Ok. Ce qui n'est pas débattu, c'est que ce sont des réseaux neuronaux, qui s'appellent notamment le cortex préfrontal, le réseau de la science, qui vont s'activer et qui vont désactiver les pensées parasites. Ok. Comment ça marche? En très simple. Quand je parle, quand je résous un problème de maths, quand j'argumente, quand je négocie, quand je suis en stress, la partie gauche de mon cerveau, l'hémisphère gauche, est très active. Et elle émet ce qu'on appelle des ondes bêta. Les ondes bêta, ça ressemble, en fréquence radio, ça ressemble à ça. À des grandes oscillations. À des grandes oscillations, ok? Et cette partie gauche du cerveau, elle est monotache. C'est notre conscient. On peut pas, impossible, résoudre 2 problèmes de maths à la fois. On peut aller de l'un à l'autre très vite, mais résoudre 2 problèmes de maths à la fois, c'est impossible. Parler 2 langues à la fois, c'est impossible. Je peux te parler en français et en anglais, ou je peux te parler à toi et à lui ou à elle, mais en même temps, je peux pas. Ok? Ça, c'est la partie gauche du cerveau, monotache, onde bêta.
La partie droite du cerveau, ce qu'on appelle le cerveau intuitif, l'hémisphère droit, intuitif, contrôle le mouvement, contrôle les sensations du corps, l'intuition, enfin, alors, de temps en temps, on appelait ça le côté féminin du cerveau, ce qui n'est pas juste, parce que tout le monde a une partie droite et une partie gauche. Mais quoi qu'il en soit, cette partie droite du cerveau, elle est très intéressante parce que elle est multitâche. Donc, mouvement, je peux marcher, téléphoner, fumer une cigarette à la fois. Je vais pas tomber, ok? Ouais. Donc, multitâche. Quand je conduis, je me sers de mes pieds et de mes mains sans y penser. Ouais. Cette partie droite du cerveau, elle est un peu automatique. Donc, elle contrôle le mouvement, elle contrôle l'intuition, elle contrôle les sensations du corps. Ok. Elle est multitâche et elle émet des ondes alpha. Les ondes alpha, beaucoup plus arrondies que les ondes bêta. Et il se trouve que les ondes alpha, c'est aussi les ondes que le cerveau émet quand on est en état calme et en état de méditation. Ok. Donc, si on résume tout ça, c'est quoi la méditation d'un point de vue juste neurologique? C'est de passer de bêta, d'onde bêta, en onde alpha. Ok. Comment je fais ça? Je fais ça en concentrant mon attention sur un phénomène. J'observe quelque chose qui se passe et de préférence qui a un rapport avec mon corps. Ok. Pourquoi? Parce que, je rentre un petit peu dans le détail, mais pourquoi? Parce que quand je vais concentrer mon attention, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal, le siège de la logique, de l'action, de l'intelligence logique qui s'engage. Si je rajoute au cortex préfrontal l'engagement du réseau de la science, qui est un autre réseau neuronal, la conjonction des deux va mettre sur pause ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Ce réseau du mode par défaut, c'est la rumination, les émotions négatives, les pensées parasites. Okay? Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des douzaines d'études en imagerie cérébrale. Il y a d'ailleurs en 2022, donc c'est quand même assez récent, une étude qui a été publiée par l'université de Melbourne en Australie, une méta-étude de 28 études en imagerie cérébrale où ils ont tout comparé pour voir comment fonctionnait le cerveau en état méditatif. Et c'est ça qu'ils ont trouvé. Donc, ça c'est l'explication. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour passer d'un état à l'autre? Pour passer d'un état un peu stressé à un état plus calme, je peux par exemple observer ma respiration. C'est intéressant de servir à nouveau de la respiration parce que comme on l'a vu, on peut déjà calmer le corps. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je commence par calmer mon corps. Allez, je vais observer mes 3 respirations. Donc, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pendant cette pratique. Ça aide à rentrer à l'intérieur. Donc, on observe sa respiration, les sensations physiques de la respiration. Donc, le contact de l'air dans les narines, sa température, l'air qui circule, qui rentre dans les poumons, la poitrine qui va se gonfler légèrement à l'inspiration, puis qui va se contracter avec sa pression naturelle, sa dépression naturelle à l'expiration, et ainsi de suite. Maintenant, dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer? Comme le cerveau est programmé pour jamais s'arrêter de penser, au bout de quelques secondes, mon esprit va s'accrocher à une pensée. Et hop, il est reparti. Ouais. Ah, est-ce que j'ai étendu le linge en partant de la maison, un truc comme ça? Le linge, qu'est-ce que je vais faire après? Je m'emmerde, qu'est-ce qu'il me raconte ce mec-là? Enfin, n'importe quoi. Mais le cerveau, il va s'accrocher, il a l'habitude. On l'a éduqué à réagir en stress. Ouais. Quand tu réalises que tu penses à autre chose, tu cherches pas à repousser la pensée. Si tu cherches à repousser la pensée, tu la renforces. Tu laisses la pensée où elle est et tu ramènes ton attention sur ta respiration. C'est tout. La pratique, c'est pas de penser à rien. C'est quand tu réalises que tu penses. Tu reviens. Tu laisses la pensée où elle est, ou l'émotion où elle est, et tu ramènes ton attention sur ta respiration. Cet aller-retour-là, c'est ça la pratique méditative. Exactement comme quand tu vas à la gym, tu vas soulever de la fonte, des poids. C'est la résistance à ce poids qui va faire grossir le muscle. Eh ben, dans la pratique méditative, c'est le fait de revenir, laisser la pensée où elle est, ramener ton attention sur ton point de concentration, en l'occurrence la respiration.
et faire ça de façon répétitive. C'est ça qui va te muscler. Plusieurs minutes de préférence. C'est pas la peine de faire très, très longtemps. Ouais. Au début, il vaut mieux faire 3 à 5 minutes. Ouais. Donc, c'est bien de le faire. Moi, j'aime bien le faire le matin, parce que ça me cale pour ma journée. Mm-mm. Mais on peut le faire vraiment à n'importe quel moment. De temps en temps, je le fais quand je suis au volant. Alors, je ferme pas les yeux. Hein. Attention. Il vaut mieux. Mais je le fais entre 2 rendez-vous. Ouais. Oui, en fait, ça quelques minutes, quoi. Et... Il y a 2 types de pratiques. Enfin, j'aime bien le différencier comme ça. Il y a ce que j'appelle ou ce qu'on appelle la pratique dédiée. C'est quoi la pratique dédiée? C'est je prends 5 minutes pour faire ça. Ouais. Je dédie 5 minutes dans ma journée. C'est mon rendez-vous avec moi-même. C'est mon moment de déstress. Ouais. C'est ma pause. Ouais. C'est l'équivalent de la pause clope sans la clope. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant. Ça veut dire que même pour quelqu'un qui est salarié, qui a son travail, etc., le moment où tous les collègues vont partir faire leur pause clope, ben moi, je vais dire, vas-y, je vais faire ma pause où je prends 5 minutes, où je me retrouve vraiment avec moi et... Et ça coûte moins cher que les cigarettes, parce que ça coûte rien. Ouais. Donc ça, c'est la pratique dédiée. C'est la pratique dédiée. Et la pratique intégrée, c'est je l'intègre dans ma journée. Ouais. Ouais, donc j'ai un gros coup de stress pour je sais pas quoi. Je suis en rendez-vous avec toi. Je respire. Je respire. Ok. Moi, ça m'arrive. Alors, maintenant, je suis beaucoup moins stressé qu'avant. On va en parler. On va en parler. Ouais. Ça m'arrive beaucoup plus rarement. Mais j'ai encore des épisodes de stress comme tout le monde. Ouais, et il y avait quelque chose que je voulais partager aussi, et c'est une discussion qu'on avait eue, où si jamais dans la pratique dédiée, justement, t'as une pensée hyper intéressante, l'idée du siècle, etc., parce que c'est vrai, quand on est dans cet état de réceptivité, parfois il y a des idées qui peuvent venir, qui montent, bien sûr. Il y a plein de choses qui peuvent monter, et quand on parlait justement de Vipassana, où tu m'avais dit que, justement, si t'as une idée vraiment trop géniale qui te monte, tu la mets sur une étagère et tu vas la chercher après. Ouais, en fait, ça c'est une petite pratique méditative, c'est une variation de ce qu'on vient de partager. Moi, alors, j'enseigne ça dans mon cycle de formation, mais en gros, j'appelle ça penser sur l'étagère. Donc, t'es en pratique méditative, tu fais tes allers-retours mentaux. D'un coup, t'as un truc qui monte, tu te dis, ah ouais, alors, mentalement, je prends la pensée et je la pose sur une étagère avec l'intention de la revisiter après. Ouais. On l'oublie pas. Parce que la pensée d'après, c'est, oh là là, mais je vais l'oublier. Oui. Donc, il faut absolument que j'y pense maintenant. Non. Tu prends ta pensée, tu la poses sur une étagère et tu reviens à ta respiration. Quelques secondes plus tard, ton cerveau va s'accrocher à une autre pensée ou à la même. Hop, tu la laisses où elle est. Tu reviens à ta respiration. Laisser la pensée où elle est, c'est très important. Faut pas la repousser. Plus tu la repousses, plus tu la charges en énergie, plus elle revient fort. Je sais pas si tu as remarqué, mais souvent quand on est en détresse psychologique, quand on est en stress, plus on va chercher à repousser, à ne pas penser à quelque chose, plus ça va revenir fort. Ouais. Et dernière chose aussi, avant de parler de ton histoire et ton parcours, parce que j'ai trop envie d'aller dedans aussi, mais c'est le fait aussi que tu m'avais partagé que dans la méditation, dans les pratiques méditatives et respiratoires, il n'y a pas d'objectif de résultat. Absolument. Alors ça, c'est un truc que j'entends tout le temps. Des gens qui me disent, mais moi, j'ai essayé de méditer, je n'y arrive pas. Il n'y a pas de je n'y arrive pas. Ça, excuse-moi, mais c'est une bêtise que disent les journaux, les magazines de bien-être, les journalistes qui n'y comprennent rien. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de performance dans la méditation. C'est une pratique, c'est comme se laver les dents. On sait que si on se lave les dents, à court terme, on aura une haleine plus fraîche, et à long terme, on aura moins de caries. La méditation, c'est pareil. Mais je me dis pas le matin, ah ouais, je me suis super bien brossé les dents aujourd'hui, quoi. Ah ouais, putain, la classe. Beau gosse. Merde, j'arrive pas à me brosser les dents. Non, je me brosse les dents 2-3 minutes, le temps que ça prend. Je me rince la bouche, et voilà. Et après, je pars faire autre chose. La méditation, c'est pareil. Ok? Si quand tu fais ta pratique, celle-là ou une autre, de ramener ton attention, t'as une idée qui monte toutes les 2 secondes, et t'as le cerveau qui arrête pas de s'accrocher à des trucs. En fait, c'est très bien. Ça veut dire que à ce moment-là, t'as vraiment besoin de faire cette pratique-là. Et il y a des jours, pour X ou Y raison, quand je pratique, je passe toute ma pratique à ramener mon attention sur ma respiration. Voilà, c'est pas grave. C'est ce jour-là. Et il y a des jours où, de base, je suis beaucoup plus calme.
et où ça vient tout seul, quoi. Donc c'est sûr, c'est un peu plus agréable, on a un peu plus le sens du devoir accompli, mais en fait, c'est idiot parce qu'il n'y a pas d'objectif. Ouais. Vraiment, d'y arriver ou de ne pas y arriver. L'objectif, c'est la pratique en elle-même. Exactement comme quand l'exemple de tout à l'heure par rapport à la gym. Ouais, des fois, quand on va à la gym, on a plus la pêche, donc c'est plus facile de soulever de la fente. Ou de courir sur le tapis, ou de faire, je sais pas quelle pratique tu fais, mais il y a des jours où c'est plus facile, et des jours où c'est plus dur. Pourtant, dans les deux cas, ça fait du bien au corps, et on atteint notre objectif, qui est de le faire. Ouais. Ça, c'est pareil. Donc ça fait partie pour moi des fausses idées reçues. De même que la méditation, c'est un truc de zazu, c'est un truc de forcément bouddhiste, machin, etc. Non, c'est de la gym pour le cerveau qui permet de se déstresser. C'est tout. Bon, la façon dont je le propose et dont je l'enseigne, c'est complètement laïque. C'est basé sur les neurosciences, parce que personnellement, ça me parle. Ouais. Et après, chacun le fait à partir chacun de sa peut le mettre à sa sauce. Il y a des gens qui adorent réciter des mantras, mais donc un côté un peu plus spirituel. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, le mantra, répéter le mantra, ça a exactement le même effet que d'observer sa respiration. Tu vas répéter un mantra, c'est une phrase, hein, c'est 3 mots ou 4 mots ou une petite phrase en sanskrit ou en n'importe quelle langue d'ailleurs, que l'on répète. Ouais. Ce qu'on appelle la méditation transcendantale. C'est quelqu'un, c'est le gourou qui dit ok, ça c'est la phrase qu'il faut répéter. Mais à force de la répéter, tu vas focaliser la partie gauche de ton cerveau sur ce processus répétitif. Ouais. Et ça va neutraliser cette partie gauche stressante du cerveau, et tu vas passer d'onde bêta en onde alpha. Ouais. Exactement comme quand tu observes ta respiration. Ouais. Donc, il y a des trucs aussi de vibration, le fait de réciter un mantra. Chaque mantra a forcément une vibration, et donc après, ça peut te permettre aussi de te connecter à différentes choses. Je sais pas. Mais... Ça, c'est un truc, moi, perso. Oui, c'est pas des trucs qui te parlent, toi, t'es plus sur... C'est pas des trucs qui me parlent. Moi, je suis quelqu'un de logique, de laïque, légèrement anticlérical, enfin bon, pas anti-religion, mais c'est pas mon truc. Ouais. Donc j'aime bien les trucs logiques que je peux comprendre et que je peux transmettre à des gens qui vont le comprendre comme tel, et aussi qu'on puisse utiliser dans le monde du travail. Ouais. Parce que, qu'on le veuille ou pas, alors maintenant ça change un petit peu, mais allez, je veux pas faire de pourcentage, mais il y a encore une vraie minorité, si tu veux, de personnes qui sont prêtes à accepter ce type de pratique dans le monde du travail, ce qui est paradoxal, parce que le travail, c'est là où on passe le plus clair de notre journée, et c'est donc le lieu de création du stress, la plupart du temps. C'est pas le seul, mais il est très très puissant. Ouais. Donc, logiquement, ça serait au travail qu'on devrait pratiquer le plus ce genre de choses. Ouais, parlons de travail. Allez, parlons de la vie professionnelle, parce que tu veux m'amener dans le passé. Oui, j'ai trop envie que tu nous partages ton parcours, parce que du coup, tu nous as partagé plein de pratiques, et du coup, comment réguler le stress, et voilà, comment revenir à l'intérieur de soi. Et c'est hyper riche, et peut-être qu'on pourra justement reboucler sur la fin. Allons-y. Mais moi, j'aimerais savoir comment t'es arrivé justement à t'ouvrir sur tout ça, à prendre conscience de tout ça, en partant de justement ta vie d'abord à New York, ou à quoi ça ressemblait, et du coup tu vois, si tu fais le parallèle entre la vie que tu avais et peut-être ce dont tu aurais besoin, tu vois, quels sont les enseignements peut-être que t'as tirés? Avec plaisir. Et voilà pour cette première partie d'épisode. Thierry nous a partagé des conseils puissants pour mieux gérer le stress, mais son histoire ne s'arrête pas là. J'ai décidé de couper en 2 ce podcast pour que vous puissiez vraiment plonger dans la deuxième partie de son histoire, où il nous partage comment il a tout perdu du jour au lendemain, après le 11 septembre, comment il est passé de millionnaire à fauché du jour au lendemain, comment un second choc l'a complètement anéanti, et comment il a transformé sa descente en enfer en une quête de sens et d'harmonie. Parce que dans sa première vie, Thierry était loin, très loin, voire, de parler de méditation, de respiration ou de yoga. Il était même honnêtement rempli de préjugés sur tout ça. C'était un entrepreneur acharné, toujours en mouvement, convaincu que le succès se mesurait peut-être plus en millions de dollars, en trophées, que en bien-être, en introspection, en respiration, en don. Mais la vie l'a obligé à tout repenser. Alors, ne manque pas la suite de cette
première partie d'épisode. Je te promets que ça risque d'être vraiment intense et inspirant. Donc si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater la suite. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le parcours de Thierry Daher.